Faut-il tout dématérialiser? Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir, pour traiter ces questions, 4 personnalités. Maître Bensoussan, qui est un avocat de renom. Romain Aignon, qui est un directeur de la business unit chez Global Knowledge, et également professeur à l'école centrale sur ces questions de dématérialisation. Jean-Marc Augier, vice-président de l'Université de La Rochelle et patron du laboratoire d'informatique de La Rochelle sur ces questions de dématérialisation. Et nous conclurons avec Gabriel Gilles sur un cas concret. Donc, ces 4 personnalités nous permettront de regarder d'une part la question de la dématérialisation sous un angle juridique. Ensuite, Romain nous présentera la vision économique de la dématérialisation. Jean-Marc nous mettra au courant des dernières avancées en termes de recherche. Et pour avoir visité son laboratoire il y a peu de temps, il y a énormément de projets, énormément d'idées et de choses en développement sur les questions de la dématérialisation et dématérialisation intelligente. Et enfin, Gabriel Gilles nous donnera l'expérience d'un gros projet de dématérialisation qui est un retour d'expérience de ce qui a été mené avec le groupe Vogelis sur la gestion d'un parc immobilier. Alors, on me rappelle qu'il faut ne pas hésiter à poser vos questions à travers un SMS. Donc ça, tout le monde sait comment faire pour taper un SMS là sur le... Parce que je débarque là un petit peu, mais enfin bon, vous pouvez poser vos questions. Et si la question paraît bien dans le sujet, etc., c'est moi qui ai le bouton magique pour la faire apparaître sur le grand écran. Donc, sans attendre, je vous propose, maître, de démarrer. Je vous laisse hop, voilà. Donc, on attaque avec maître Bensoussan sur la nécessité juridique de la dématérialisation. Merci. Bonjour. Donc, Alain Bensoussan, je vous propose effectivement une première réflexion. Pourquoi tout dématérialiser? C'est la question qui se pose. Et le premier élément de réponse pour un juriste, c'est une nécessité juridique. N'hésitez pas par ailleurs à tweeter, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai en temps réel. Et je pense qu'en vous voyant que vous êtes tous mes amis et sur Facebook, donc je vous attends pour déployer encore plus en mode virtuel. Car aujourd'hui, je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut dématérialiser, la question est de savoir comment la transition numérique, elle est présente. Et pour le juriste, vous disposez de la totalité des cadres juridiques pour ce faire. En fait, la question beaucoup plus difficile, c'est pas dématérialiser pour le juriste, c'est matérialiser. Supprimer le papier, c'est un élément déterminant, d'autant plus que très souvent, il est déjà supprimé lorsqu'on utilise des mails, lorsqu'on utilise du chat ou tout simplement d'autres systèmes électroniques. Et donc, quand on se pose une question juridique, aujourd'hui, on n'est pas en 2000, 15 ans après la grande révolution de la signature électronique, c'est comment on matérialise. Et là, vous avez 3 niveaux de réflexion. Premier niveau de réflexion, c'est les logiques juridiques de preuve. Au fond, on peut faire exactement ce que l'on veut. C'est qu'une gestion de risque. Ensuite, les chaînes techniques de preuve, les technologies existent. Et là encore, c'est qu'une question non pas de risque juridique, mais de risque technique. Et en fait, tout le système, pour savoir si oui ou non on est dans un cadre juridique opérationnel, c'est se poser la question du compromis entre technique et droit. Regardez. Lorsque on a dématérialisé, et on se pose cette question-là, avec l'idée de supprimer radicalement tout le papier, lorsqu'il existe. La question, c'est donc, comment je vais rapporter la preuve si j'ai plus de papier? Et là, vous avez une stratégie juridique, avec 3 contradictoires. Le contradictoire à la création de la preuve, le contradictoire à l'administration de la preuve, et le contradictoire à la portée de la preuve. C'est-à-dire que moins vous serez contradictoire, eh bien, moins vous aurez de puissance de preuve. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous ne serez pas bien placé. Examinons une situation. Le distributeur automatique de billets, tout le monde le connaît. En fait, lorsque vous prenez de l'argent dans un distributeur automatique de billets, le banquier n'a pas beaucoup de preuves, surtout s'il n'a pas de caméra. Et lorsqu'il vous dit « voulez-vous oui ou non un billet ?» mais ça n'a pas beaucoup de preuves parce que nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Vous êtes ici ce qu'on appelle esclave à la preuve.
Il n'y a pas de contradictoire. Le contradictoire en matière de contrat, c'est par exemple fait en deux originaux. Fait en deux originaux, chacun a signé l'original. S'il y a une différence entre les deux originaux, eh bien le juge va contradictoirement examiner. Et comme ils ont été créés de manière contradictoire, on peut supposer qu'ils sont valides. Lorsque il n'y a pas de contradiction, je ne suis pas dans la même position devant le DAB. Si le DAB ne me donne pas de l'argent, je ne peux rien faire d'autre que dire qu'il ne me l'a pas donné. Donc je suis esclave à la preuve. Lorsqu'on a un système où on a un esclave à la preuve et un maître à la preuve, c'est le maître à la preuve qui a à la charge de la preuve. Deuxième élément important, contradictoire à l'administration de la preuve. C'est-à-dire qui porte le fardeau de la preuve. Et suivant là encore la stratégie juridique que vous allez prendre, une signature simple ou une signature à haute valeur technique, et donc à haute valeur juridique, eh bien la portée de la preuve, l'administration de la preuve sera répartie. Troisième élément, la portée de la preuve. C'est-à-dire, que fait le juge face à une difficulté? Et là, la position, elle est claire pour le juriste. Le juge a l'interdiction de discriminer entre le papier et l'électronique. Pour favoriser effectivement la démat et surtout la mat, parce que c'est ça l'enjeu, eh bien, on lui interdit de considérer que la simple qualification du support vaut preuve. Ça veut donc dire que quand vous faites une opération de matérialisation, puisque vous avez dématérialisé, la question ne se pose plus, c'est comment? Eh bien, il vous faut des technologies et un workflow, parce que très souvent, prenez les mails, un mail, ça se change extrêmement souvent. La capacité à pouvoir faire de faux mails, ils sont très élevés. Pourtant, il y a très peu de procès, très peu de procès. On ne peut pas vivre, un avocat ne peut pas vivre de la fraude sur les mails, c'est pas possible. Et quand on voit la position anxiogène qu'ont les gens, pourquoi? Mais parce que le mail, il est dans votre boîte, il est dans le serveur, il est dans le FAI, il est dans le système, avec toutes les métadonnées, dans tout le système, effectivement, de télécom, il est à l'arrivée, au départ. C'est-à-dire que la capacité probatoire du mail est très forte. Et donc, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, il y a, malgré la difficulté, a priori, de sécuriser un mail, il y a très peu de procès. C'est donc bien que, quelque part, la confiance, elle existe parce que la technologie le permet. Eh bien, c'est ça que vous avez, qu'ils vont vous présenter. Et donc, c'est un compromis entre technique et droit. Suivant effectivement la puissance de la preuve que vous voulez, vous serez en triple contradictoire. Ensuite, vous gérerez avec une probabilité. Une probabilité parce que dans ce domaine-là, tout est probabilité. Vous avez une empreinte digitale, 10 puissance moins 4. La probabilité d'une empreinte génétique, aujourd'hui on fait des portraits robots génétiques, c'est 10 puissance moins 9. Un système de cryptographie de type RSA, c'est 10 puissance moins 11. Et donc, là encore, le juge, en fonction effectivement de l'ensemble dans lequel des paramètres de preuve on se situe, va examiner la puissance de cette preuve. Donc, la transition numérique, c'est une destruction sans régression, une conservation sans, c'est pas dépassement, c'est une conservation sans dépossession. Et puis, il y a une norme 42013 qui vous permet effectivement d'avoir cette stratégie. Et le juge va se caler sur les trois contradictoires, la technologie que vous avez faite, les probabilités, et puis la norme 42013. Donc, la transition numérique, elle est totalement juridiquement opérationnelle. La prise de risque est très faible. Dernier élément, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde complémentaire et le monde exclusif. C'est-à-dire, au fond, c'est où vous situez votre preuve. Est-ce que vous êtes une preuve fermée dans votre propre monde et vous êtes maître à la preuve, tous les autres sont esclaves, et c'est vous qui avez le champ des contradictoires, ou alors vous êtes dans un monde beaucoup plus ouvert. Si vous avez par exemple le monde du e-commerce, eh bien c'est une vraie opportunité pour eux, et ils l'ont prise. Et il y a très peu de contentieux. Là encore, la faiblesse du nombre de contentieux sur la preuve vient du fait que personne ne conteste les contrats électroniques parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de métadonnées qu'en fait, lors de la portée de la preuve, on peut rapporter qu'effectivement, c'était vous. Vous avez par exemple un autre cas dans ces deux mondes, entre le monde exclusif et le monde complémentaire, le monde physique et le monde virtuel, les réseaux d'avocats.
Dans les réseaux d'avocats, on a tout dématérialisé, la procédure devant le tribunal de grande instance. Vous n'avez aucun contentieux. C'est-à-dire que là encore, on n'a jamais vu un avocat venir dire « j'ai pas reçu les conclusions ». Ça arrive, mais très très peu de temps. Et le problème est réglé parce que la chaîne d'intermédiaire entre son ordinateur, son boîtier, la crypto, le centre informatique des avocats, le centre informatique de la chancellerie, jusqu'au centre serveur de la cour d'appel ou du tribunal, dans cette chaîne effectivement de preuves, le message, on va pouvoir le suivre. Et donc là encore, le RPVA, le réseau privé virtuel des avocats, montre qu'il n'y a aucun contentieux. Pour conclure, la dématérialisation, ce n'est pas une question, c'est la réponse. Et aujourd'hui, la faiblesse du contentieux montre que les solutions techniques, au regard effectivement des contingences de preuves, sont parfaitement opérationnelles. Merci Alain. On va prendre un certain nombre de questions. Alors, les questions n'ont pas été dématérialisées. Donc, les SMS, donc je vais les prendre de vive voix. Si vous avez des questions pour Alain. Questions? Pas de questions? Moi, j'en ai une. Tu parlais de la réglementation. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ça, cette réglementation? Elle impose. Est-ce que c'est pas l'espèce de chaînon manquant on va vous imposer de passer par... Aujourd'hui, le réglementaire et notamment la puissance de la preuve a été prise en charge par les fournisseurs. C'est les fournisseurs de solutions de dématérialisation et de matérialisation qui, en fait, aujourd'hui garantissent la légalité juridique. Aujourd'hui, par exemple, des cabinets, pour vous donner très précis, des cabinets comme les nôtres, passent leur temps à faire des legal opinions, c'est de dire que, globalement, tel système est effectivement opérationnel pour telle preuve. Et ce n'est pas l'utilisateur final qui est dans le dédale de la vérité probatoire, c'est en fait, ça lui était apporté comme une solution par les prestataires de services techniques. Mais est-ce que ça veut dire finalement que ce processus de dématérialisation, il n'est pas peut-être moins risqué que ce qu'on a connu jusqu'à présent? Est-ce que c'est la fin des fours en écriture? C'est non seulement c'est pas risqué, mais pour moi, ça fait 35 ans de barreau et de plaidoirie sur le numérique. Dès le moment où un contentieux n'apparaît pas très vite sur, entre guillemets, le marché du contentieux, c'est donc que le système est extrêmement puissant. Depuis 2000, on est quand même 15 ans après les premiers textes sur la dématérialisation, vous avez quasiment aucun contentieux, malgré les fraudes qu'il y a eu, parce que le système probatoire des métadonnées est extrêmement puissant. Mais pour revenir sur la question du débat, il n'y a pas encore, et ça va peut-être venir, il n'y a pas d'obligation juridique à la dématérialisation. Est-ce que toi, tu envisages que dans les années qui viennent... Ça dépend. Par exemple, pour les avocats, nous avons été obligés de passer... Pour les avocats, nous avons été obligés de passer à la dématérialisation. Ça a été très clair. Je pense que vous avez un effet qui est que le monde physique va se rétracter. Alors, ça va se rétracter, et là, il y a un risque peut-être de contentieux. C'est-à-dire que les guichets sont ouverts de plus en plus tard et ils ferment de plus en plus tôt. Il y a des avantages qui sont donnés de plus en plus au numérique. Et c'est dans ce cadre-là où, en fait, moi, je crois que les gens qui ne vont pas passer en numérique, on n'aura peut-être même pas besoin de mettre une règle de droit pour les derniers. Ils seront éliminés du marché. Mais il y a certains secteurs, par exemple le mien, ça a été obligatoire. Ce n'est pas possible aujourd'hui de conclure sans passer par le réseau privé virtuel des avocats. Merci Alain. Des questions dans la salle? Je vous laisse vous présenter peut-être avant. Richard Jandalier, société Netscan en Suisse. J'aimerais juste savoir quelle est la valeur probante d'un document manuscrit, genre une reconnaissance de dette, qui a été numérisé, dont on n'a plus l'original et qui est contesté par l'ayant droit, c'est-à-dire celui ou celle qui l'a écrit. Devant un tribunal, quelle serait la valeur de cette reconnaissance qui est uniquement au format numérique? Alors là, on voit bien. Donc on est dans une situation de démat-remat, hein, pour prendre cet exemple-là. On a détruit l'original. Le problème de l'original, c'est qu'il n'est pas contradictoire à la création de la preuve.
Donc, si vous l'avez détruit et que vous ramenez effectivement le papier qui n'est qu'un scan, vous allez perdre. Parce que cette fois-ci, le niveau technique est beaucoup trop faible. Il fallait le transformer avec la norme que j'ai indiquée, avec une signature de signature ou le faire devant une autorité de certification qui aurait scellé le document scanné et qui aurait venu dire qu'effectivement il était conforme à l'original. Là, on aurait été meilleur. Donc là, vous avez fait une prise de risque et dans cette prise de risque, c'est perdu. Merci Alain. D'autres questions? Oui, une question là-bas. Bonjour, mademoiselle Sarah Markiewicz, doctorante en droit des technologies de l'information à l'Université d'Aix-Marseille. J'avais une question. Quel est votre, qu'en pensez-vous de considérer à titre de preuve des captures d'écran ou des prises de photos avec smartphone à titre de preuve? Quel est votre point de vue à ce sujet, s'il vous plaît? Merci. Alors ça a été déjà jugé. Elles n'ont aucune valeur juridique. Voilà. Donc ça, c'est très très clair, notamment en matière. Alors ça a été jugé. Ça dépend des domaines, hein. Mais si, les captures d'écran, notamment en matière de contrefaçon ou en matière probatoire pour de la irréputation, de la diffamation et d'injure, on considère qu'elles sont sans valeur. Il vous faut vraiment un constat par huissier avec le respect de la norme des constats d'huissier numériques. Donc ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que le nombre de manipulations et la façon de faire apparaître... Mais ça tient là encore. C'est pas que le juriste est en position de décider. C'est un compromis entre technique et juridique. Si vous faites une capture d'écran, notamment la date qui apparaît, rien ne dit qu'elle était bonne. Si effectivement votre dateur de votre PC n'était pas bonne. D'où dans le cas du constat d'huissier, premièrement de mettre le navigateur à 0, de mettre la page blanche, de vérifier effectivement que la date est la bonne, que l'heure est la bonne, de vérifier ça auprès d'un centre-serveur différent. Donc quand vous faites la capture d'écran, vous n'avez aucun des paramètres de métadonnées qui est associé à cet écran, et donc les juridictions considèrent qu'elles n'ont pas de valeur. Ça, c'est quand on est au civil, ou quand on est dans la contrefaçon civile. Au pénal, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait les utiliser, mais très faiblement. Parce que la puissance technologique est faible. Le droit est une fonction de la puissance technologique. Merci beaucoup Alain. Je propose qu'on remercie Alain pour son intervention. Et alors maintenant, nous allons quitter le monde du droit pour entrer dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie. Et pour ça, donc, Romain, qui est enseignant et qui à la fois dans la centrale et puis à la fois dans le cadre de son entreprise, fait de la formation sur les systèmes d'information et la gouvernance, entre autres, va nous présenter ce point de vue. Je te laisse modifier. Bonjour, alors effectivement je m'appelle Romain Aignon et je suis à la fois professeur à Centrale Paris, donc on enseigne l'architecture d'entreprise, toutes les problématiques de numérisation des entreprises, et puis je suis directeur associé d'une société de formation et de conseil qui s'appelle Global Knowledge. Alors en fait, je vais poursuivre en fait ce que vient de dire Alain. Alain vous a dit en gros, c'est dur de résumer ce que dit Alain, mais que d'un point de vue juridique, on n'avait pas tellement le choix, on était obligé d'aller vers la numérisation. D'un point de vue économique, on n'a pas tellement le choix, on est obligé d'aller vers la numérisation. Pourquoi ? Parce que c'est simplement une histoire de survie pour les entreprises. Donc on va traiter ces 4 points, j'espère que ça ne fait pas trop académique universitaire là comme présentation. L'entreprise numérique tirée par le marché, la numérisation, facteur de transformation, de survie et de croissance, les principaux domaines de transformation et puis quelques défis. Alors, pour le premier point, le point de vue économique, quand on regarde ce type d'études, on se rend compte assez rapidement que la grande majorité des entreprises font des investissements dans la numérisation et qu'elles attendent de très gros retours sur investissement. Alors, pourquoi est-ce qu'elles dépensent de l'argent dans la numérisation ? Principalement, comme vous le voyez, c'est la première ligne, elles veulent créer de nouvelles opportunités, elles veulent créer de nouveaux marchés, elles veulent créer en fait des nouvelles sources de profits et de revenus, et c'est le cas de 54% d'entre elles. Donc on voit bien en termes de croissance économique l'impact de la numérisation sur le développement du chiffre d'affaires.
Si vous avez lu des gens comme Schumpeter, on est dans l'innovation pure et dure, l'innovation par les produits, l'innovation par les procédés de production et l'innovation par les procédés de distribution. Alors, ce qui est intéressant en fait dans la numérisation, c'est que on se rend compte avec ce type d'études, les derniers chiffres datent de 2013, c'est que tous les secteurs de l'économie sont désormais tournés vers la numérisation. Alors quand on prend le secteur des services, les services informatiques ou les services du tertiaire, beaucoup à la base s'appuyaient sur la numérisation. Donc vous prenez par exemple des services bancaires, ou vous prenez par exemple, nous ce qu'on enseigne, le management des systèmes d'information, les services informatiques, pas d'ordinateur, pas de service informatique, et le tout repose sur la numérisation. C'est pour ça que l'écart n'est pas très significatif. En revanche, vous voyez l'écart en ce qui concerne les data et les communications de 2005 à 2013, passé de 3 à 39%, c'est énorme, c'est significatif, et c'est en à peine 9 ans, ce qui est vraiment conséquent. Alors, data communication, quand j'en parle à mes enfants, pour eux, Skype, Facebook, c'est évident, ils sont nés avec. Pour nous, ça l'est déjà beaucoup moins. Et pour les entreprises, alors là, certaines entreprises ont du mal, par exemple, à communiquer sur les réseaux numériques. On a par exemple des sociétés, des grosses sociétés du CAC 40 qui viennent nous voir en disant on n'est absolument pas présent sur la toile. En termes de vente, en termes de visibilité, ça a un impact. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le secteur primaire, donc la production, l'industrialisation, de plus en plus, ils font appel à la numérisation. Donc l'été dernier, en fait, j'étais très amusé parce que j'étais en prestation chez Massey Ferguson à Beauvais, les tracteurs. Et il m'avait indiqué qu'un tiers des paysans qui achètent des tracteurs faisaient des simulations sur Internet pour choisir leur modèle de tracteur. Voilà, le genre de chiffres qu'on récupère sur le terrain. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de maths parce que sinon vous allez fuir. De toute façon, le ministère a décidé d'arrêter les notes en maths parce que voilà, donc ça s'appelle une corrélation statistique significative. Il n'y a pas besoin d'être docteur en maths. Il y a un lien direct, quand vous voyez ce type de graphique, entre la numérisation des entreprises et la croissance du chiffre d'affaires. D'accord ? Quand vous avez une courbe, quand vous avez une droite aussi linéaire que celle-ci, c'est significatif. Donc si vous n'avez pas compris que si vous voulez gagner de l'argent, il faut numériser, le graphe vous le rappelle assez rapidement. Alors, on va poursuivre la présentation. Alain disait tout à l'heure, on n'a pas le choix, les entreprises qui ne numérisent pas vont disparaître. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Pour nous, la question, il y a 2-3 ans, ça aurait pu être pourquoi numériser ? Maintenant, cette question n'est plus d'actualité, c'est comment numériser. Parce que la majorité des entreprises sont en fait à ce qu'on appelle le tipping point. En gros, ça passe ou ça casse. D'accord ? Il y a quelques années, en fait, il y avait des startups qui étaient dans l'innovation, il y avait ce qu'on appelle les early adopters, donc des entreprises qui étaient assez en avance sur la numérisation et qui avaient une visibilité très forte sur le net. Maintenant, la grande majorité des entreprises ont par exemple beaucoup de systèmes qui permettent de favoriser la vente en ligne. Tout ça sont des systèmes numérisés. S'ils ne poursuivent pas leur démarche, ils vont simplement disparaître du marché. D'accord ? C'est maintenant que ça se joue. Alors ça, en fait, c'est des retours d'expérience qu'il y a sur les clients dans les banques. Pour contacter votre banque, vous avez plusieurs canaux de distribution, vous avez plusieurs points de contact. Vous pouvez le faire par Internet, vous pouvez le faire en contactant votre conseiller financier dans une agence ou par téléphone. Alors, il y a eu la mode des banques en ligne, 100% en ligne, et donc pour le moment, c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer parce qu'on manque quand même de recul. Hein. Quand on est consultant, c'est à peine existant sur le marché qu'on fonce. Quand on est universitaire, on aime bien avoir une dizaine d'années d'expérience pour avoir suffisamment de données et prendre tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de numérisation, mais la numérisation ne va pas remplacer pour autant les canaux de vente classiques. La numérisation, en fait, c'est un canal de vente complémentaire. D'accord ? Alors, par exemple, si vous avez une banque complètement en ligne, vous regardez le taux de conversion entre le nombre de personnes qui se connectent pour prendre des informations sur la banque en ligne et le nombre de personnes qui ouvrent réellement un compte. Et en fait, c'est très faible. C'est 15%. Il y a 80% de déchets. D'accord ? Pour le moment, le système le plus performant pour les banques, c'est quand vous prenez un rendez-vous avec votre conseiller financier et que le conseiller financier, il est là pour vendre tout ce qu'il peut vous vendre.
Donc avant, ils vous vendaient des emprunts, maintenant ils vous vendent des assurances, des téléphones portables, et demain, je ne sais pas quoi. Donc là, en fait, le taux de conversion, il est de 85%. Quand on fait le mix des deux, on atteint un taux de conversion de 55%. Donc on est bien à la frontière des deux. Et c'est vrai qu'on a tous besoin d'aller voir notre conseiller financier de temps en temps parce qu'on veut discuter de choses un petit peu spéciales avec lui. Tout comme on est tous sur Internet, on fait nos virements bancaires par nous-mêmes, on prend nos assurances scolaires pour nos enfants par Internet, etc. Donc vous voyez, ce sont des canaux de vente complémentaires. On est bien dans l'innovation, une évolution des canaux de distribution et de production. Alors, les priorités, en fait, pourquoi les entreprises investissent-elles dans la numérisation? Cette étude montre que leur principale préoccupation, c'est ce qu'on appelle le Customer Experience. Donc là, c'est Digital Engagement of Customers. On essaye de faire vivre quelque chose aux clients par le biais d'une connexion à un site web, par exemple. Vous imaginez l'agriculteur qui fait la simulation sur son tracteur, combien de chevaux, combien de roues à l'arrière, etc., etc. Ensuite, on est dans l'innovation en termes de produits, essayer de trouver des produits un petit peu innovants grâce à la numérisation. Donc là, il suffit d'aller voir sur le site d'Apple, vous avez des ordinateurs, des téléphones, des montres, et puis demain, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On a également l'innovation en termes de business model, c'est-à-dire que l'entreprise change son mode de fonctionnement et son mode de vente grâce à la numérisation. Alors quelque chose dont on parle beaucoup, c'est les big data. Alors maintenant, ça s'appelle le big data. Quand j'étais petit et que je passais mon doctorat, ça s'appelait l'analytics. Donc c'est des statistiques, on va faire ça très rapidement. Sauf que maintenant, on est capable de gérer des très très gros volumes de données et surtout, on est capable de gérer des données complètement hétérogènes et surtout des données qui ont des durées de vie très faibles. Par exemple, ce que les gens consultent sur les pages Internet, on ne garde pas souvent la trace de leur consultation. Donc maintenant, on a des gros ordinateurs pour calculer tout ça. On en parle beaucoup, c'est pas forcément la priorité des entreprises parce qu'elles préfèrent investir davantage dans l'expérience utilisateur. Après, l'engagement pour les employés, les fournisseurs, les partenaires, et puis tout le cycle de vie du client. Donc on est très orienté vente. C'est une tendance mondiale. Et en fait, quand on voit les expériences de numérisation, on le fait à peu près sur tous les canaux de vente et de distribution. Donc l'expérience numérique de bout en bout, vous n'avez qu'un site web, Amazon par exemple. Ensuite, vous avez l'expérience numérique où on se renseigne sur un produit aussi bien par le web que par des canaux de vente traditionnels. Vous savez, des bornes multimédia par exemple. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'expérience numérique hybride, qui est un panaché de l'ensemble de ces canaux de vente, et puis l'information purement numérique. Alors, les défis. Pour nous, le problème n'est pas vraiment technique, parce qu'il y a des ingénieurs pour ça, et dans le mot ingénieur, il y a le mot génie. Donc, dès que vous avez un problème technologique, ne vous inquiétez pas, les ingénieurs trouvent des solutions. Le principal défi, en fait, il est organisationnel. Et dans l'organisation, il y a notamment le défi juridique. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer assez rapidement? C'est l'engagement de la direction générale. Pour le moment, les directeurs généraux comprennent plus ou moins l'avantage de la numérisation de leur entreprise. Alors, on progresse, on passe de 23 à 38% pour qu'ils deviennent sponsors. Maintenant, est-ce qu'ils sont directement engagés? Là, on reste à 23%. D'accord? Alors, quelque part, c'est à nous de leur vendre. Si on leur vend la numérisation en parlant de mise, bande passante et de PKI, protocole de cryptage sur les réseaux, eux, ils parlent chiffre d'affaires, part de marché, rentabilité et croissance. Donc, c'est à nous de leur vendre en fonction de leur langage métier. C'est le fameux IT is business. Donc, un problème au niveau de la conviction de certains directeurs généraux que nous, on va devoir convaincre. Autre problème, en fait, va y avoir un manque de talent. Alors, on parle beaucoup de numérisation, mais quoi faire, tout le monde est d'accord. Comment s'y prendre, là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc, nous, on en forme beaucoup, des talents. On recrute d'ailleurs, je passe un petit message. Au-delà des talents, il faut que la structure organisationnelle, il faut que l'entreprise
soit prête à travailler avec plusieurs canaux de production et plusieurs canaux de vente ou de distribution. Par exemple, dans ma société Global Knowledge, on avait fait un site internet pour informer nos clients des cours, des dates, etc. Et ensuite, on avait mis un système de vente en ligne. Et on se disait au bout d'un an, c'est bizarre, on n'a quasiment rien vendu depuis le site internet. Pourtant, en numérisation, on en parle, on n'arrête pas de bassiner nos clients, on n'arrête pas de bassiner nos étudiants avec ça. Et on s'est rendu compte en fait que les commerciaux rappelaient les clients pour annuler la vente sur le web et qu'ils reprennent la vente avec le canal traditionnel. Donc en termes organisationnels, nous on n'était pas prêts parce qu'il fallait que la prime aille au commercial et non pas à personne, parce que personne n'avait de prime quand c'était directement contractualisé sur le web. Les processus métiers qui doivent être suffisamment souples pour accepter la numérisation. Alors, manque de données aussi. Vous voulez numériser, vous connaissez tout l'adage, c'est à partir des bonnes informations qu'on prend les bonnes décisions. C'est bien d'avoir des grandes idées, mais après, il faut savoir les concrétiser. Et là-dessus, on manque souvent d'informations pour pouvoir s'y lancer. À l'heure actuelle, on recrute très fortement des data scientists, ça s'appelle. Donc justement, des gens qui sont capables d'analyser des gros volumes de données, des gros volumes d'informations. Je ne sais pas si vous connaissez des théories comme la théorie des signaux faibles. Par exemple, en management ou en économie, on a très mal à prédire, on a beau faire des études, des analyses de marché, etc. Est-ce qu'un produit va très bien marcher ou est-ce qu'un produit va pas tellement marcher? On est souvent surpris par des succès commerciaux de produits qu'on n'a absolument pas vu venir et d'autres produits pour lesquels on fait des grosses campagnes de publicité et puis on n'en vend pas beaucoup. Et ces data scientists sont capables, par exemple, de prévoir plus ou moins le succès d'un produit. Toutes les technologies mobiles. Et puis après, c'est des problèmes classiques de management, gestion de projet, gestion de programme, gestion de service. Donc voilà tous les talents qu'on va essayer de développer dans les années à venir et qui vont vous aider à mieux numériser votre entreprise. Juste un petit mot, j'insiste pour rebondir ce qu'avait dit Alain. Toute la problématique juridique, nous on le voit avec l'angle sécurité et risque. Donc il y a, en ce qui concerne la numérisation des entreprises, on utilise beaucoup les normes ISO 27000, les normes ISO 38000 pour la gouvernance. Pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de traiter. Les normes font suffisamment bien leurs preuves, on fait suffisamment bien leurs preuves, et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que la numérisation, ça dépasse en fait le cadre de la pure direction des systèmes d'information. Donc il faut être capable de bien se rapprocher du métier, des partenaires, les directions juridiques, les avocats, parce que en fait, un projet numérique, ça a des applications beaucoup plus grandes que des simples problématiques techniques. Les questions? On m'avait dit 10 minutes. On a dit 10 minutes. Ah bah, Thibaut raconte. Non, c'était 20 minutes. Oh, bon, écoute, ça n'a pas été. Des questions pour Romain? Des questions? Questions? Pas de questions? Moi, j'en ai une. Tu disais que tout à l'heure, Maître Bensoussan nous disait que le numérique, ça a quand même maintenant 15 ans, 15 ans, 20 ans. En 15 ans, on peut imaginer qu'une technologie ou une partie de la technologie arrive à maturité. Et finalement... Comme d'habitude, on était les premiers. Oui. Alors, voilà. Souvent, on dit que le droit est... Donc la question que j'avais pour toi, Romain, c'est finalement, ils ont raison, les directeurs généraux, de ne pas faire confiance et la technologie n'est pas prête ou on n'a pas suffisamment de cas d'usage. On verra si Gabriel tout à l'heure nous donne des cas d'usage concrets, mais est-ce qu'il manque pas quelque chose à cette numérisation? Est-ce que ça tient vraiment ses promesses ou est-ce que c'est des flops? Alors, je dirais que la récompense, elle est toujours à la hauteur du risque que l'on prend. Si vous ne prenez pas le risque de vous lancer dans la numérisation de votre entreprise, c'est clair que vous risquez d'être dépassé par le marché. Vous prenez les entreprises, par exemple, comme Renault, il y a à peu près 22 à 23% des voitures qui sont vendues suite à une consultation du site web et à une précommande, ou alors une demande d'essai. Donc c'est quasiment un quart des voitures. On voit la concurrence automobile qui est très forte à l'heure actuelle. Un quart des voitures vendues grâce au web. Oui, ça fait ses preuves, c'est significatif comme chiffre. Non, mais là, tu parles d'autre chose. Là, tu parles du marketing, c'est pas la numérisation. Ça, c'est les sites web, ça n'a rien à voir avec la numérisation.
Alors après, ça dépend. La numérisation, il y a à boire et à manger là-dedans. Là, effectivement, le marketing va s'appuyer beaucoup sur les outils numériques. Maintenant, en termes de numérisation, par exemple, nous, dans les cours en ligne, une grosse partie des cours se donne autour du e-learning ou alors ce qu'on appelle le distance learning. Le e-learning, on a essayé et la satisfaction des clients est très moyenne parce qu'en fait, il manque l'interaction avec les enseignants. Par contre, ce qu'on appelle le distance learning, qui est un compromis entre le cours en présentiel et le e-learning, ça c'est quelque chose où les clients sont excessivement satisfaits. Alors, auparavant, la technologie existait plus ou moins. Maintenant, on était freiné par les réseaux. Par exemple, quand on donne des cours en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les protocoles de sécurité. Donc oui, les directeurs généraux ont raison de se méfier en un certain sens parce que eux, ils réfléchissent retour sur investissement. On ne va pas investir massivement dans une technologie si de l'autre côté, le client n'accède pas à la même technologie et qu'on a investi à perte. Maintenant, les expériences qu'on a fonctionnent. Et comme les expériences qu'on a fonctionnent, après, le marché fonctionne beaucoup par mimétisme. Par exemple, nous, on était assez en avance. Avant j'étais prof aux arts et métiers. On avait lancé la formation ouverte à distance. Comme les expériences fonctionnent, ensuite, le reste du marché s'y met. Oui, mais malgré tout, tu n'as pas l'air satisfait de la façon dont ça se développe. D'un côté, tu nous dis c'est une obligation économique. Ceux qui ne se transforment pas vont mourir. C'est ce que disait Maître Benson tout à l'heure. Il n'y a pas le choix, c'est ça ou la mort. Et puis de l'autre côté, tu te dis, bon, 23% y vont, les autres y vont pas. Les clients, est-ce qu'ils demandent vraiment? Les clients, ils demandent du contact. Est-ce qu'ils demandent de la numérisation? Est-ce que les banques en ligne, ça marche aussi bien? Tu avais l'air de dire que c'est quand même pas la panacée pour attirer des nouveaux clients. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des contradictions qui font que ça retarde le développement du marché? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, en réalité, c'est que les directeurs généraux ont encore un petit peu de mal à y aller. Mais ça, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas trouvé les bons arguments. Tu vois, c'est ta faute. Évidemment, bien entendu. C'est toujours la faute des consultants et des profs, c'est bien connu. Quand les élèves sont nuls à l'école, c'est le prof qui est mauvais, c'est évident. Alors, pourquoi? C'est parce que, en fait, je pense qu'il y a un problème de paradigme. On n'utilise pas les bons termes quand on s'adresse à un directeur général. Vous savez tous comment on dit DSI en anglais, ça se dit CIO. Alors la première signification de DSI, CIO, c'est Your career is over. Votre carrière est finie. Pourquoi? Parce qu'on le voit par exemple avec le cloud computing. Les vendeurs de cloud computing sont très malins. Ils ne vendent pas au DSI, ils vendent directement à la direction générale. Ils leur vendent des solutions purement informatiques, sauf qu'ils parlent le langage du métier. Donc quand on lance des projets de numérisation, si on utilise des termes techniques avec des protocoles techniques, la direction métier ne va rien comprendre, elle ne va pas réfléchir en termes de retour sur investissement, elle va réfléchir en termes de coût. À ce moment-là, le CIO va être ce qu'on appelle un Chief Information Officer. Cheap, pas cher. Les coûts, on les réduit. En revanche, si on est capable de parler le même langage que le métier, part de marché, croissance, rentabilité, etc., à ce moment-là, on est un CIO de type Chief Innovation Officer. Et c'est tout le contenu de nos programmes de formation, en fait. Les faire passer du Chief Innovation Officer, quand c'est pas Your Career is Over, au Chief Innovation Officer. Et ça, c'est un problème d'organisation. Il faut que l'organisation soit cohérente, que le métier s'intéresse un petit peu à l'informatique et que l'informatique soit capable de parler le langage du métier. Quand on voit, par exemple, les chiffres en termes de croissance, c'était le début de la présentation. Pardon. Quand on voit ça, la messe est dite. Vous voyez, la part des organisations en fait qui attendent de la croissance par rapport à leurs investissements suite à des projets d'innovation, notamment pour créer des nouveaux business, on est bien dans la croissance, soit interne, soit externe en termes de chiffre d'affaires. D'accord. Moi, j'avais entendu d'autres chiffres. Alors, je peux prendre une question, c'est une question à la salle. Moi, j'avais entendu des chiffres qui disaient que les investissements dans le numérique, en fait, pour 2 tiers, ils correspondent à des économies de coûts dans les organisations. Et pour 1 tiers, ils correspondent à des créations de nouveaux chiffres d'affaires. Alors oui, moi j'ai des chiffres 2 tiers, 1 tiers en ce qui concerne les projets de cloud computing. Donc si on peut les rentrer dans la numérisation. Le cloud, c'est en quelques mots, hein, le cloud computing, c'est des modèles de fourniture des services, sauf que vous n'êtes pas forcément propriétaire de l'ensemble de vos applications. On a tendance à externaliser.
Alors, 2/3 des projets de cloud computing, c'était des remplacements de solutions existantes avec l'objectif de réduire les coûts de production. Et 1/3 des projets de cloud computing, c'était la mise en place de nouvelles solutions qui permettaient aux métiers justement de faire croître le chiffre d'affaires. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans ces études-là, c'était les PME qui étaient le plus en avance et le plus agressives. Parce que les entreprises du CAC 40 ont de l'argent, ils ont des armées d'informaticiens, donc elles sont plutôt équipées. Tandis que les PME profitaient de la manne cloud computing pour lancer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux business models à des tarifs vraiment intéressants avec des bons ROI. Merci Romain. Des questions pour Romain ? Pardon, Thierry Levasseur. Je suis DSI à la ville d'Évreux et anciennement consultant. Juste pour la soirée. La question que j'avais à vous poser, les DSI dans les entreprises privées ont presque un avantage, c'est que grosso modo, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, on est sur la bascule, ça passe ou ça casse, ceux qui ne vont pas numériser vont disparaître. Donc c'est presque une loi de Darwin. On va voir demain tout du numérique. Bon. Par contre, dans les collectivités territoriales, dans les organismes d'État, il y a une autre chose, c'est qu'on ne joue pas avec notre argent, on joue avec l'argent des autres. Donc on peut se maintenir longtemps. À notre niveau, au niveau des DSI, nous, on a une difficulté, c'est qu'on a énormément de mal à faire comprendre au niveau des directeurs, des décideurs, etc., le risque qu'on a à ne pas aller vers la numérisation. Parce que toutes les collectivités y vont parce que la loi passe. On a eu la loi du PSV2 là, qui vient de passer. Alors, on est allé vraiment parce qu'on n'avait pas le choix. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on avance. Bon. J'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup du privé, mais pour les collectivités territoriales, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à des DSI pour aller voir leur directeur et dire, bon, voilà ce qui va se passer si vous ne faites rien? Alors, votre question est vraiment très intéressante. Je suis ravi de vous dire que dans la salle, il y a un autre DSI d'une mairie et qui était un de mes anciens étudiants. Donc lui, il est bien brainé maintenant hein, pour ça. Alors, nous, on avait gagné les trophées de l'ITSMF il y a quelques temps avec une DSI d'une mairie, une mairie du 92. Et on a été très surpris par la dimension politique des projets informatiques. Donc vous savez que la durée de vie d'un maire est très limitée. Et en gros, quand on est allé voir le maire pour lui vendre nos services informatiques, nos projets informatiques, il nous a dit très franco, vous savez, vous avez 2 ans pour faire les choses, parce qu'après, pendant 3 ans, il ne va pas se passer grand-chose. Et la dernière année, moi, je cherche à me faire réélire et je ne vais surtout pas lancer des projets pour que ce soit mon successeur qui en profite. Donc là, clairement, le DSI doit prendre en compte la dimension politique de l'entreprise, tout comme les DSI doivent prendre en compte la dimension organisationnelle des entreprises, la dimension métier. Le problème des informaticiens, c'est qu'ils ont tendance à faire de l'informatique. Or, le monde de l'informatique a complètement changé. Le monde de l'informatique, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique, est complètement aligné sur les besoins du métier. Donc, s'il faut qu'on fasse de la politique pour récupérer les budgets pour nos projets de numérisation, on fera de la politique. Regardez par exemple les cours qu'on donnait il y a quelques années quand on formait des DSI. C'était des dimensions très technologiques. Maintenant, les DSI, la moitié des DSI sortent d'écoles de commerce ou ont des MBA en poche. C'est pas innocent comme chiffre. Merci Romain. Je propose qu'on remercie Romain pour son intervention. Et après le droit et l'économie, on va s'attaquer à un des sujets qui est mon sujet de prédilection, qui est la recherche. Et donc, comme vous le savez, je suis président d'une association qui s'appelle la Proged, qui s'occupe de numérisation, de valorisation de contenu. Et l'Université de La Rochelle nous accueille chaque année pour notre conseil d'administration, ou conseil d'administration. Et donc, on a la chance de voir tout un tas de projets qui nous sont présentés par les étudiants et des jeunes maîtres de conférences. Il y en avait eu moins une douzaine l'été dernier. On a fait une petite sélection de 12, oui, effectivement. On avait sélectionné à 12. Ouais. Et donc, c'est toujours un plaisir d'accueillir Jean-Marc. Donc, Jean-Marc est vice-président de l'Université de La Rochelle. Il est patron de ce laboratoire d'informatique. Alors, c'est L3I, donc tu vas nous décrire ça. Et puis peut-être nous parler du campus numérique de La Rochelle. Oui, c'est ça. Alors, je passe. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette conférence. Ils sont là, ils sont juste derrière. Ouais, c'est ça.
Alors, on a essayé évidemment de préparer cette session pour pouvoir voir quel type de contribution on pouvait apporter, nous, en tant qu'universitaires, pour vous donner une dimension un peu recherche et la manière dont la recherche s'organise actuellement sur ces questions. Donc, en fait, évidemment, on ne le fait pas de manière déconnectée par rapport à des stratégies nationales, telles que la stratégie nationale de la recherche et l'innovation, qui est guidée par l'État et qui elle-même est une retranscription des orientations européennes. Et donc, parmi les questions de la dématérialisation, de nombreux sujets sont abordés, quasiment tous, et tous les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, j'aurais pu intervenir sur la question de l'authentification d'un manuscrit, sur la question de l'interactivité pour pouvoir, sur le site en ligne, en disant comment on peut capitaliser de l'information sur le comportement observé de l'utilisateur pour pouvoir marketer les choses de manière personnalisée. Bref, ce sont tout un tas de sujets qu'on aborde dans nos communautés. Mais pour la préparation de cette session, on a essayé de choisir deux thèmes qui étaient à peu près en cohérence avec Documation. Et donc, on s'est orienté vers deux thématiques particulières qui sont les questions du nomadisme, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup en mobilité. Et donc, que se passe-t-il en recherche actuellement dans le domaine du nomadisme? Et puis les questions de sécurité et de confiance numérique associées, alors de manière disjointe ou de manière associée. Donc je vais balayer, ce ne sont que des toutes petites parties de ce que l'on fait, bien évidemment, puisque le spectre est extrêmement large. Si vous regardez ces quelques points, ce sont des points qui sont quelques points tirés de la Commission européenne sur les orientations majeures actuellement. Donc, une société inclusive, ça veut dire travailler sur la lutte contre les discriminations, faire en sorte que le numérique et la dématérialisation puissent servir tous les enjeux liés au handicap, au vieillissement de la population, etc. Donc, la recherche travaille sur de très très nombreux sujets. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, pour essayer de s'adapter à ce contexte un peu particulier ici à Documation, on a focalisé sur deux sujets qui sont la mobilité. Quels sont les enjeux de la capture nomade et de la dématérialisation en mode nomade aujourd'hui, et la confiance, la sécurité numérique, qu'est-ce qui se passe actuellement en recherche. Et ces deux sont corrélés, parce que ces questions ont été évoquées tout à l'heure. Il y a la question de la photo d'écran de la jeune doctorante de Marseille, ou la question de la capture avec un téléphone portable, comment peut-on avoir confiance vis-à-vis d'une image qui a été capturée avec un téléphone portable. Donc, je vous balaye quelques sujets de recherche qu'on développe. Il y a 3-4 thèmes. J'ai beaucoup trop de transparence. Certains sont en anglais, je suis désolé, parce que je n'ai pas eu tant de temps pour tout préparer. Ils sont issus de présentations qu'on fait dans des conférences à l'international. Donc, le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la question de la dématérialisation en mode nomade. Juste pour dire qu'au plan international, il y a des conférences qui font l'objet de recherches dans lesquelles on retrouve les leaders mondiaux, les Google, les Apple, tout le monde est là. Il y a des workshops qui tournent sur la planète tous les 2 ans et on essaie d'être présent. Et on développe des partenariats avec ces gens-là. D'ailleurs, on organise un concours à La Rochelle en ce moment sur la limite des algorithmes de reconnaissance de documents. Lorsqu'on prend un téléphone portable et qu'on capture un document, il y a des effets de perspective, il y a des effets de distorsion liés à l'image. On est en train d'organiser un concours qui génère des millions d'images et pour lesquelles on va tester justement les limites des algorithmes de reconnaissance. Et donc parmi les concurrents de ce concours, il y a Google qui s'est inscrit pour participer à ce concours parce qu'on voit que ça présente véritablement un intérêt de travailler sur la capture nomade. Alors il n'y a pas de Wi-Fi ici, donc j'avais quelques vidéos, mais c'est pas grave. Les slides, je ne sais pas s'ils seront disponibles, mais on pourra montrer ces vidéos. C'est pas grave, pas de souci. On n'en a pas parlé, c'est ma faute. Donc les enjeux, c'est aujourd'hui sur la dématérialisation nomade, pour nous, c'est effectivement que chacun d'entre vous dispose d'un téléphone portable. Je crois qu'il y a aujourd'hui 5 milliards de téléphones portables sur la planète, quelque chose comme ça. Donc de plus en plus de personnes ont tendance à dématérialiser. Et j'ai vu des gens qui prenaient des photos, des slides tout à l'heure, et qui essaient d'utiliser ces outils, ces images pour en faire quelque chose, soit pour l'éditer, soit pour retrouver de l'information. Donc la recherche travaille sur toutes ces questions d'exploitation d'informations en capture nomade pour pouvoir retrouver, rechercher, éditer de l'information capturée à partir d'outils de nomadisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait en recherche sur ces questions? Il y a plein de questions qui se posent. Vous voyez une image d'un document dématérialisé avec un téléphone portable. Vous voulez le sécuriser, vous voulez le reconnaître, vous voulez l'authentifier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer que toute la chaîne classique de la dématérialisation qui habituellement fonctionne sur la base de scanners industriels sur lesquels les conditions d'acquisition sont parfaitement maîtrisées, comment on compense tout ça malgré ces conditions? Donc, ce sont des recherches qu'on développe au laboratoire. Où justement l'idée est de travailler sur des corrections géométriques et la distorsion de toutes les distorsions qui sont générées par le fait qu'un utilisateur, lorsqu'il travaille en mode nomade et qu'il prend une image d'un document ou de quelque chose en mode nomade, l'information est déformée, elle n'est pas accessible par tous les moteurs de reconnaissance et de lecture automatique qu'on trouve aujourd'hui, du fait de la dégradation de l'image liée au capteur et au mode de capture. Donc voilà, on travaille sur toutes ces questions-là.
Par ailleurs, un des sujets qui est assez drôle en ce moment, c'est la question de la super résolution. L'idée étant de dire que, je vois des gens qui prenaient des photos tout à l'heure, dans certains cas, on a des documents qui sont de trop grande dimension et finalement, on veut utiliser son téléphone portable en mode vidéo, comme ça. On scanne le document avec l'appareil photo et on génère finalement une vidéo qui est le résultat de cette capture. Comment reconstitue-t-on une image à haute résolution équivalente à celle d'un scanner qui peut du coup générer un document lisible par une machine? Voilà, ce sont des technologies qu'on développe dans nos laboratoires actuellement qui rendent possible au final la transposition en mode nomade de tout ce qui existe sur un plan industriel. Et on peut imaginer une révolution dans un tas de domaines, le domaine bancaire, sur les chèques, sur tout ce que vous voulez, qui permet de voir le sujet de manière totalement différemment. Voilà. Donc évidemment, quand on fait ces choses-là, sur le simple exemple que je viens de prendre, on utilise des technologies qui viennent du traitement des images, mais pas seulement. On combine ça avec toute l'électronique qui est embarquée dans les téléphones, les gyroscopes, les accéléromètres, et on combine toutes ces informations pour croiser le geste fait au moment de la capture avec l'image ou la séquence d'images qui a été générée lorsque j'ai capturé ça en mode vidéo, pour au final reconstituer une image qui est l'équivalent de celle d'un scanner. Voilà, donc on conçoit des interfaces qui permettent de faire ce genre de choses. Je passe tout ça. Alors, un autre sujet, donc, voilà, un des sujets, c'est la capture nomade. On voit aujourd'hui à l'international énormément de projets dans les grandes entreprises américaines en particulier, des gens qui sont intéressés par la dématérialisation nomade au sens large pour pouvoir faire lire des objets lus par des téléphones portables en confiance. Et donc, le deuxième sujet, justement, pour essayer de faire une corrélation avec ce qui avait été dit précédemment, c'est toutes les recherches qu'on mène actuellement sur les questions de sécurisation. Alors effectivement, il y a un cadre juridique qui apparemment est anticipé par rapport à nous. Ce qui est sûr, c'est qu'un point important à mentionner aujourd'hui sur l'évolution de l'écosystème en recherche en France et à l'international, c'est que jusqu'à présent, la recherche fonctionnait en silo. C'est-à-dire que les chercheurs en informatique, comme moi, travaillons de manière isolée. Et désormais, on nous incite de plus en plus à travailler avec une vision systémique, en interdisciplinaire. Et donc, par exemple, nous avons un projet actuellement financé par l'Agence nationale pour la recherche avec des collèges juristes qui sont spécialistes de ces questions de sécurité numérique, de sorte à ce que le cadre juridique soit corrélé avec le cadre technologique que l'on développe et qu'on fasse les choses de manière cohérente. Donc, qu'est-ce qu'on fait en matière de gestion de confiance numérique ou de sécurisation des contenus? On fait plusieurs choses. Alors, j'ai un slide ici qui donne les chiffres qui montrent que la cybercriminalité augmente, et notamment en particulier sur la fraude sur les contenus. C'est de plus en plus facile de frauder une facture avec Photoshop ou avec des outils tels que GIMP. Donc c'est extrêmement simple. Comment fait-on pour pouvoir lutter, détecter ce genre de choses? Ça fait partie des technologies que nous développons. Et donc on a développé quelques outils qui sont ces boîtes-là, vous voyez. Forgery en anglais, c'est une fraude, hein, évidemment. Et puis vous avez une boîte noire qui prend en entrée un document et qui va analyser le document comme un spécialiste le ferait. Il y a des agences dans tout le monde. Hein. J'étais au Canada cet été à l'Agence des frontières où ils reçoivent des documents alors, de différents types, de documents d'identité, de factures, tout un tas de choses sur lesquelles il y a des doutes. Et donc les gens travaillent actuellement à la main et donc auscultent chacun des documents avec une loupe, avec de la chimie, avec différents procédés pour authentifier la vérité par rapport à un document sur lequel on se questionne. Et donc en fait, les technologies qu'on développe tentent de le faire de manière automatisée avec des technologies d'analyse d'image et d'intelligence artificielle, où on va croiser différents indices à partir d'une image capturée pour essayer de faire l'équivalent de ce que fait l'homme lorsqu'il prend une loupe et qu'il observe tout ça avec beaucoup de détails. Donc on le fait de différentes manières. Lorsqu'on a un document sous les yeux, et vous allez voir que c'est assez intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, lorsqu'on a un document sous les yeux, une facture sur laquelle on a un doute par exemple, eh bien on va analyser le document dans toute sa cohérence graphique, regarder si tout est parfaitement aligné, regarder les formes avec des descripteurs de formes mathématiques qui permettent de vérifier la cohérence des informations les unes avec les autres, sur les polices de caractères, sur des caractères qui seraient suspects parce que trop ressemblants. L'exemple type, c'est celui-là, je crois que c'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci. Vous avez un salaire, vous voulez emprunter à la banque, vous avez un salaire de 4 869 €. Vous voulez augmenter virtuellement votre salaire, vous le faites passer à 6 869 € en faisant un copier-coller sous Photoshop et c'est parti. Voilà. Comment peut-on faire pour détecter ce genre de choses? Ce sont des recherches sur lesquelles on a avancé et donc qui permettent aujourd'hui de détecter ce genre de choses. Ce que je voulais juste dire, c'est que les recherches qu'on mène croisent à la fois ce type d'informations, c'est-à-dire détecter des copier-coller, des informations suspectes sur des fonds, des choses comme ça, mais également
interrogent le web avec des technologies de web mining. Et là en particulier, si je reprends l'exemple de la facture ou du bulletin de salaire, si je m'appelle Jean-Marc Augier, que je suis professeur d'université à La Rochelle et que j'annonce un salaire de 10 000 € pour aller à la banque et emprunter de l'argent, eh bien le fait que j'ai mon bulletin de salaire et qu'il soit écrit Université de La Rochelle permet d'interroger avec des moteurs d'analyse sémantique le web pour vérifier la cohérence entre la grille de salaire de la fonction publique de professeur des universités pour vérifier cette cohérence avec l'information que je suis supposé annoncer. Donc vous pouvez imaginer des extensions à l'infini de ce genre de questionnement. L'analyse des réseaux sociaux, vous prétendez être embauché par une entreprise et vous ne l'êtes pas, et vous avez mis sur Facebook que vous êtes embauché par telle entreprise. Le butinage de toutes ces informations peut être source d'information pour détecter de la fraude. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un exemple sur le fait qu'on croise donc à la fois des informations qui viennent de l'image, mais également de l'analyse des réseaux sociaux, et entre autres de ce qui a été un peu sous-entendu tout à l'heure avec les signaux faibles, pour croiser ces informations, pour donner de la cohérence à l'information qu'on observe. Je passe tout ça. Voilà. Une autre chose sur laquelle nous travaillons actuellement également, et là c'est ce projet avec les juristes, concerne la sécurisation d'un contenu qui fait au départ l'objet, qui peut au départ être numérique, qui fait l'objet d'une matérialisation qui est imprimée, puis redématérialisée, donc il y a un cycle de vie suivant l'organisation. Et on souhaite pouvoir tracer si des modifications sont opérées sur ce contenu numérique. Par exemple, vous imaginez un contrat dont vous avez une version au départ, et puis ce contrat, il est imprimé, il est lu par quelqu'un, par le président, voilà, le contrat est lu, éventuellement on lui fait confiance à lui parce que c'est un homme charmant, il va pas le modifier, mais il va éventuellement le redématérialiser, l'envoyer quelque part, et je souhaite, pour arriver à la signature, je souhaite pouvoir vérifier que ce contrat est bien le conforme à l'original que j'avais sous les yeux. Donc les technologies que nous développons sur ces questions, c'est de travailler sur des technologies qu'on appelle de hachage sémantique, qui consiste à, partant d'un document, quel qu'il soit, en calculer une signature très compressée, à utiliser des technologies de hachage sémantique, qui sont stables malgré le cycle de vie que peut subir le document. Il a été dématérialisé, rematérialisé, scanné, réimprimé, capturé par un téléphone portable. À tout moment, cette petite signature qui est ici, vous voyez, toujours la même, dès lors que le document n'a pas été modifié. Je modifie simplement un caractère, et donc la signature change, et je peux détecter que là, le document est suspect. Donc, et ça, dans un cycle de vie où on est en rematérialisation, dématérialisation, etc. Pour calculer ce genre de choses, en fait, cette signature, il faut trouver des modalités qui permettent de résumer, dans un une courte chaîne de caractères, tout le contenu est sémantique, et spatial, et graphique du document. C'est là que se trouve le challenge scientifique, de sorte à ce qu'on puisse détecter la moindre modification de quelque nature qu'elle soit. Dernière chose sur laquelle je souhaitais proposer de parler concerne les questions de tatouage d'images et d'embarquement de messages cachés dans des documents. Là, il s'agit de questions sur la protection de patrimoine immatériel pour protéger le patrimoine industriel d'une entreprise, par exemple, où on souhaite protéger des documents qui circulent dans une organisation. L'idée, c'est à la production de ces documents de cacher dans le document des informations non visibles à l'œil, mais lisibles par une machine, qui véhiculent des messages et qui authentifient, des messages qui portent une information. Par exemple, je produis un document. Ce document, c'est un brevet que je suis en train de décrire. Je le mets à disposition de Charles. Charles n'a pas le droit de reproduction de ce document. Il va sur le photocopieur de l'entreprise. Lui, il voit le document sous les yeux. D'un point de vue visuel, il ne voit rien. Il a l'impression que c'est un document normal. La photocopieuse va lui interdire de le reprographier parce que la machine aura détecté qu'un message disant Charles Huot n'est pas autorisé à reproduire ce document. Ce message étant caché dans l'information. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples sur ce que l'on fait en recherche. Peut-être, je ne sais pas où j'en suis là. Encore une minute. Bon, je vais pas abuser. Juste peut-être pour terminer, dire qu'aujourd'hui, on aborde énormément de sujets en recherche. Beaucoup de choses tournent autour du croisement d'informations d'intelligence artificielle, d'analyse d'images
et de ce qu'on trouve sur le web aujourd'hui globalement. Et donc ça contribue à une forme de décloisonnement scientifique, y compris dans le domaine technologique, parce que jusqu'à présent, nous aussi, nous étions très cloisonnés dans le domaine technologique. Et la grande nouveauté des dernières années, qui est très riche pour nous, c'est de travailler avec des gens du métier, et notamment des juristes en particulier, pour que toutes les technologies que l'on développe, aussi sophistiquées soient-elles, puissent s'intégrer dans les organisations, dans la société, etc. etc. Voilà, j'ai à peu près terminé sur ce que je voulais dire. Ouais, j'avais beaucoup de slides, mais... Merci Jean-Marc. Alors, quelques questions peut-être dans la salle sur les travaux de recherche qui sont menés à La Rochelle. Ouais, toujours un peu. C'était pas que La Rochelle, hein, c'est une vision un peu globale de ce qui se passe. Là, j'ai donné des illustrations sur ce qui se passe chez nous, mais on retrouve ce type de recherche dans beaucoup d'endroits dans le monde. Alors moi j'avais, peut-être une précision à apporter. Beaucoup de ces recherches, ont aboutissent à des prototypes, à des expérimentations, et on a eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises des capacités de valorisation de ces labos aussi, pour utiliser tout ou partie de ces technologies-là dans des processus industriels. Et donc aussi indiquer à la salle que vous faites du transfert technologique à La Rochelle. Bien sûr. Sur tous ces sujets-là, y compris sur les choses les plus curieuses ou plus exotiques, extraordinaires. Je pense notamment à ce que vous faites dans le monde de la bande dessinée, avec de la reconstruction de bulles pour des systèmes mobiles. Où vous reconstruisez les bulles des différentes... Ça, c'est assez remarquable. Oui, je peux dire un mot sur ce sujet. Ça cadrait pas avec Documation, donc on n'en a pas parlé. C'est des outils de lecture automatique de bande dessinée, où en fait, c'est dans une logique d'industrie culturelle. Il s'avère que dans notre région, on a le Centre international de la bande dessinée. À Angoulême, on a le Festival de la BD à Angoulême. Donc, on essaie de faire des choses en bonne intelligence. Et donc, nous travaillons sur la dématérialisation des bandes dessinées. Et nous avons conçu des dispositifs qui, encore une fois, partant d'un téléphone portable, scannant une page de document de bande dessinée, permettent de détecter toute la sémantique portée par la bande dessinée. C'est-à-dire que le système détecte les cases, dans chaque case détecte les bulles, reconnaît les formes des bulles. Vous savez que sur les bandes dessinées, il y a différents types de bulles. Il y a les bulles de pensée, les bulles d'expression, etc. Détecte le texte, détecte les personnages, reconnaît les personnages. Et ça, c'est le challenge scientifique le plus difficile parce que les personnages sont flexibles. Ce sont des objets multi-orientés, multi-échelles, multicolorés. Donc, il faut malgré tout les reconnaître. Et à partir de ça, une fois qu'on a été capable de reconnaître tout ça, on peut refaire de la synthèse. Par exemple, traduire en japonais Astérix et Obélix en temps réel. Ou lire une bande dessinée à un enfant qui ne sait pas lire, qui a 3 ans, à partir de technologies de text-to-speech. Voilà. Donc, c'est des choses que l'on fait comme ça. Pour revenir à la question de la valorisation, oui, on a une relation avec le monde socio-économique extrêmement forte. Je pense que c'est peut-être notre particularité. Beaucoup des choses qui sont développées ici se font souvent en partenariat avec des entreprises. Et quand ça n'est pas fait avec des entreprises, très souvent, ça se termine par un prototype qui fait l'objet d'une valorisation. Alors, soit directement en travaillant avec une entreprise, soit par des nouveaux dispositifs qui viennent d'être créés par l'État, qui s'appellent, dans le cadre du programme investissement d'avenir, qui s'appelle les sociétés accélératrices de transfert de technologie, qui prennent les pépites dans les laboratoires, regardent leur potentiel marché et vont jusqu'au marché pour faire soit une licence, qui est donc négociée avec un éditeur, soit directement créer une start-up. Voilà. Donc on a tous ces procédés qui commencent à se roder maintenant. Merci Jean-Marc. Une question dans la salle ? Je vous remercie pour votre intervention. Je suis maître Mamadou Sey, avocat au barreau de Paris et professeur à l'université de Bambey, Sénégal. Donc, je suis aussi directeur des masters en cybersécurité et transactions électroniques au Sénégal. Tout à l'heure, vous avez expliqué en termes de sécurité que, par exemple, vous avez quelqu'un qui veut aller à la banque, donnez un exemple très simple, qui a 4 000 euros de salaire et qui voudrait avoir 6 000. Et vous avez mis en place, en tout cas dans le cadre de la recherche, une technologie qui permet de détecter ces fraudes. Oui. Quel est le niveau de fiabilité donc, de votre technologie par rapport à la recherche? C'est ça, je pense, qui tétanise les consommateurs ou même les professionnels. Oui. C'est ça, je pense. Vous avez raison. Ce qui est important, c'est... il faut trouver, dans notre communauté, on appelle ça la détection de faux positifs ou de faux négatifs, c'est-à-dire la capacité d'un système à ne pas manquer de vrais cas et de ne pas trop détecter de cas. Parce qu'effectivement, si on détecte trop de cas qui sont erronés, alors on génère une surcharge humaine. Donc, pour l'instant, ce que l'on fait, c'est qu'on est en train de valider expérimentalement sur des jeux de données un peu significatifs ces choses-là.
Et on travaille justement sur l'optimisation du taux de faux positifs pour s'assurer qu'on est dans le bon compromis acceptable par les organisations. Dans tous les cas, la machine ne décide pas, elle propose. C'est-à-dire que le système que nous sommes en train de concevoir, c'est vous avez un document en entrée, il vous met en surbrillance les informations, il vous dit ce document dans le lot de 5000 documents, j'en ai 15 qui sont douteux, et il vous met en surbrillance les informations, et à ce moment-là, l'humain vient valider ou invalider. Et donc notre objectif, c'est surtout de ne rien rater. Donc on est en train de faire les évaluations en ce moment sur ces questions, et aussi de ne pas trop en détecter, parce que du coup ça générerait une surcharge humaine qui ferait que le système serait rejeté par les organisations. Voilà. Et c'est encore de consolidation, parce que la question que j'évoquais tout à l'heure sur l'analyse des réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut trouver sur le web en complément de ce qu'on trouve sur le document physique, c'est illimité. Donc là, il y a des recherches infinies à faire pour croiser l'information qu'on a sur le document et ce qu'on peut trouver sur le web pour avoir une information qui soit fiable. Merci Jean-Marc. Une question ? Bonjour. Je me demandais pourquoi sur ce type de documents spécifiques, comme les bulletins de salaire ou les factures, vous n'utilisiez pas, ou pourquoi on n'utilise pas plus fréquemment la signature électronique doublée du cachet électronique visible qui, lui, propose en fait un cadre juridique bien établi et qui aujourd'hui est éprouvé. Bien sûr, mais absolument. En fait, pour tout vous dire, c'est dans le cadre d'un contrat avec un partenaire entreprise qui nous a posé comme cadre le cas de documents, factures ou documents financiers qui n'ont pas comme objet physique visible le cachet électronique. Donc c'est le cadre d'application dans lequel on s'est placé. Voilà. Et évidemment, pour élargir le propos, ce que l'on propose a une dimension, les recherches que l'on fait ne sont pas qu'à portée nationale, elles sont à portée internationale, et donc les questions juridiques associées au cachet électronique, à leur reconnaissance, je crois, d'après ce que j'ai compris au plan juridique, sont assez hétérogènes au plan international. Voilà. Peut-être monsieur peut compléter. Un élément de complément, ça sert à rien. Il n'y a aucun risque. On est dans la preuve libre. Donc sécuriser, le coût là est extrêmement élevé pour faire ce que vous dites, et c'est extrêmement intéressant, mais dans la mesure où la preuve est libre, où le nombre de contentieux est quasiment nul, comment pouvoir le justifier à une direction générale ? Il est clair qu'il n'y aura de possibilité d'investir sur des technologies. Je vous rappelle que ces réglementations datent de 2000. Je viens de tweeter un élément qui m'est paru vraiment très très fort sur 2000-2015. Je viens de tweeter en disant les enjeux juridiques aujourd'hui, c'est de constater que la réglementation que vous indiquez, elle date de 2000, directive 99, sur la signature électronique, et nous sommes aujourd'hui en train de parler de technologie de 2015. C'est-à-dire qu'il était à peine anticipé il y a 15 ans. Pourquoi faire de tels investissements ? La réponse, c'est clairement, tant qu'il n'y aura pas de contentieux, il n'y aura pas ces investissements. Et pourquoi il n'y a pas de contentieux ? Parce que la preuve est libre. Et donc, ça ne sert strictement à rien d'augmenter le niveau de technologie si la demande sociale de preuve n'existe pas. Et dans ces cas-là, elle n'existe pas. Par contre, qu'est-ce qui existe ? C'est la fraude. Alors là, la fraude, effectivement, au faux bulletin de salaire, la détection, effectivement, que ce n'est pas le bon numéro de sécurité sociale, que ce n'est pas la bonne adresse, que le montant qui est indiqué comme étant, effectivement, le montant de son salaire habituel sur les 5 dernières années hautes, ne sont pas vrais. Et ça, c'est tout à fait autre chose. On n'est plus dans la preuve de la dématérialisation rematérialisée, on est dans la preuve de la vérité. C'est ça l'enjeu de 2015. Sur ce sujet, nous se posons des questions en tant que technologue sur l'aptitude et le droit que nous avons à conserver de l'historique. Sur l'exemple du bulletin de salaire que vous venez d'évoquer, sur une histoire d'un process de dématérialisation, on a les bulletins de salaire de M. Euillot depuis 5 ans, et subitement le salaire de M. Euillot est multiplié par 7 d'un seul coup. Il a eu une promotion exceptionnelle. A-t-on le droit de conserver l'information dans notre système d'information sur le salaire initial de M. Euillot pour pouvoir justifier de cette La fraude. réponse, malheureusement, ça ne peut pas être un non ou un oui. Mais enfin, disons qu'en matière d'informatique et liberté, tout dépend qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas garder les données très longtemps. Il n'y a pas un droit à la fraude, c'est pas ça. C'est qu'il y a en fait la peur de trop garder d'informations. Donc c'est pour ça que la Cour de justice de l'Union européenne a dit, par exemple, pour les logs, qu'un an c'était trop long, et pourtant pour lutter contre les fraudeurs on pourrait peut-être se dire de garder plus longtemps. Donc ça dépend des domaines, mais généralement la loi informatique fichier liberté vous demande de conserver les données de manière raisonnable, c'est-à-dire pas trop longtemps. La lutte contre la fraude, ça peut être un élément
En général, moi, je dirais 5 ans, mais pas au-delà. D'accord. Merci. Merci Alain, merci Jean-Marc. Alors, pour terminer cette... Bon, Thibaut, il nous reste une vingtaine de minutes. C'est exactement le temps qu'il va nous falloir à Gabriel pour nous présenter le projet, retour d'expérience sur le projet Vogelis, c'est ça ? De dématérialisation d'une chaîne comptable, mais qui, de ce que j'ai pu lire dans les slides, enfin, qui était une première étape de différents éléments de dématérialisation sur le projet. Écoute, je te laisse la... The floor is yours. Bonsoir, Gabriel Gilles. Donc, je suis consultant en dématérialisation, certificateur AFNOR sur les normes d'archivage électronique et généralement, comme dans le cas de Vogelis, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et n'oubliez pas de tweeter si vous avez des questions. Donc, chez Vogelis, qui est un office locatif, on a dématérialisé l'ensemble de la chaîne comptable. Et on va pouvoir voir un petit peu... Donc, ça va être un organisme public, on peut aussi transposer dans le cas d'une entreprise privée. Ce qui est important de voir, c'est que cette entreprise, elle a un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, 220 salariés et 45 millions d'investissements par an. Cela vous donne une idée de la taille de l'organisme. Quel était le projet cible? On a voulu tout dématérialiser. Alors dans la dématérialisation, tout à l'heure on parle de numérisation, on parle d'originaux. Alors il y a deux dématérialisations. Il y a la dématérialisation numérique, c'est celle du courrier. Je transforme du papier en électronique, en copie fidèle et durable, avec destruction du papier dès la numérisation. Donc ça, c'est tout ce que l'on fait pour les documents papier. Et la dématérialisation que j'appelle juridique, c'est-à-dire que dès le départ, on a des originaux électroniques qui sont échangés entre tous les acteurs. Donc l'objectif de Vogelis, c'est de ne plus générer de papier et de n'échanger qu'en électronique avec l'ensemble des partenaires. Le projet pilote, évidemment, a été la dématérialisation de la gestion comptable. Alors effectivement, on est parti du PSV2 qui nous a été un petit peu un élément incitatif, mais on s'est dit, si on fait que le PSV2, ça n'a aucun intérêt. On va essayer de trouver le bon périmètre du projet. Le bon périmètre a concerné de gérer, évidemment, les commandes. Donc on part de l'élément déclenchant, je dirais, de toute la vie. Tous les échanges avec les fournisseurs. Il est évident qu'un fournisseur va poser des questions, il peut y avoir des problèmes. Donc tous ces échanges sont aussi électroniques. Lorsque le fournisseur a fini sa prestation, il faut bien qu'il dise « j'ai fini », puisque c'est un des éléments dans le Code du commerce qui est obligatoire. La facturation, et sans oublier le point non négligeable, l'imputation comptable de manière automatique. Que faut-il faire pour qu'un projet de dématérialisation de ce style arrive à terme ? D'abord, alors on en a parlé un petit peu, si la direction générale n'est pas impliquée dans le projet, généralement, le résultat ne va pas être bon. Donc le premier point, c'est que la direction générale doit donner la cible. Où est-ce qu'on va et pourquoi on y va? Est-ce que c'est pour des raisons réglementaires? Est-ce que c'est pour des raisons financières, etc. La deuxième, c'est rassurer tout le monde. La dématérialisation, elle est là pour aider, pas pour compliquer. Donc souvent, la dématérialisation est vue comme un système qui complique. Alors là, je fais un petit aparté. En réalité, c'est que si vos procédures papier respectaient la réglementation et étaient pertinentes, on aurait pu les dématérialiser de manière automatique et passer en électronique. Mais l'ennui, c'est que quand on attaque, je dirais, l'analyse de vos procédures, on se rend compte qu'elles ne sont pas bonnes. Donc on va être obligé de revoir vos procédures, de les caler au droit. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit « Ouh là là, la dématérialisation a compliqué mon processus », ce qui n'est pas vrai. Et le dernier point, ne pas oublier de travailler de manière transversale. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, donc il faut aller dans tous les sens. La dématérialisation ne se fait pas tout seul. Vous allez forcément, en tant qu'entreprise ou en tant que collectivité, travailler avec des acteurs extérieurs. Donc si vous ne leur apportez pas d'avantages, ça n'a aucun sens pour eux de dématérialiser. Aujourd'hui, quand des sociétés me disent « la facture électronique ne marche pas », je dis « c'est évident, vous l'imposez à vos partenaires. Ils n'ont aucun intérêt à y aller ». D'où l'intérêt d'offrir ce que j'appelle un service clé en main.
Là, par exemple, dans le cas des fournisseurs, Vogelis leur offre un coffre pour qu'ils puissent stocker les factures électroniques qui seront échangées, pour qu'ils puissent stocker les commandes. Tous ces éléments, il faut les fournir. À un moment donné, on va parler de signature électronique, on va aussi proposer les certificats. Un point, je dis être convaincu pour convaincre. Aujourd'hui, quand il y a des sociétés qui disent on veut dématérialiser, ils ne savent pas même pas pourquoi ils veulent dématérialiser. Donc déjà, sachez vendre en interne votre projet. Bon, ne pas oublier, il va falloir aider les utilisateurs, les pauvres, il y a une conduite du changement qui est non négligeable. Dans le cas de Vogelis, on a décidé, puisque c'est un office locatif, on fait intervenir des plombiers, des électriciens, on part du plombier polonais en TPE pour aller à la société de 1000 personnes qui utilise SAP. Si vous voulez dématérialiser l'ensemble des échanges avec ses fournisseurs, il faut aussi bien pouvoir traiter le petit plombier que la grosse PME. Donc, dans la phase d'analyse, on est allé voir les différentes entreprises pour voir quels outils comptables elles utilisaient et comment elles travaillaient, pour pouvoir intégrer ces éléments dans le cahier des charges. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le système est opérationnel, il ne faut pas lâcher tout le monde dans la nature en disant « débrouillez-vous ». Il faut des didacticiels, il faut des petites formations en interne et en externe. Ne pas oublier la hotline. Si votre fournisseur il a un problème pour vous envoyer la facture, il faut qu'il puisse au moins appeler quelqu'un pour dire qu'est-ce qui se passe. Dans la mise en œuvre du projet, je disais tout à l'heure, la conduite du changement est un point important. Alors quelque chose qui va faire plaisir à Maître Bensoussan, au départ, on a fait un séminaire où on a fait les cadres dirigeants de l'organisme, dans lequel ce séminaire était animé par un avocat, parce qu'il faut absolument que la partie réglementaire et le droit soient précisés pour que tout le monde sache pourquoi on le fait, certaines choses et pourquoi certaines choses on ne va pas les faire. Et évidemment, je dirais, le consultant en accompagnement, puisque c'est nous deux qui allons donner les impulsions nécessaires au départ. Le public, généralement, au sens entreprise, ne maîtrise pas les deux sujets. En cours de chantier, on va faire intervenir de plus en plus d'acteurs. D'abord les principaux collaborateurs et au fur et à mesure, tous les utilisateurs et tous les cadres de l'organisme seront informés, mis à jour. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail de la dématérialisation de la chaîne comptable. Voir un petit peu, si vous voulez le faire, ce qu'il faudrait faire. Je vous ai mis quelques éléments du projet. Bon, il y a un peu de droit, toujours pour lui faire plaisir. Donc, on a dit tout à l'heure 45 millions d'euros d'achat. On a 60 000 commandes par an, donc je vous laisse imaginer 60 000 factures et tous les échanges qu'il y a autour. 1200 fournisseurs. Et on est en comptabilité commerciale. Alors, pour ceux qui le sachent, ça veut dire que le PSV2, on l'a mis de côté volontairement. On a quitté la comptabilité publique. Mais on peut le faire pour le PSV2, c'est totalement identique. Les objectifs que l'on a visés. Le premier, c'est on échange que, et j'ai bien mis le mot échanger, que des documents électroniques. Donc, le papier est totalement interdit. Le deuxième point, on va fiabiliser la relation avec le fournisseur. Alors ça, au début, ils n'aiment pas trop. Puisque maintenant, on est sûr de remettre les commandes à une date certaine. Donc les pénalités commencent à courir. Jusqu'à présent, quand on envoyait une commande et que le fournisseur disait « je ne l'ai pas reçue, la preuve c'est la poste », eh bien on ne pouvait pas faire courir les délais. Ce point-là est maintenant terminé. On sait si le fournisseur a lu sa commande. En gros, il ne peut pas la laisser traîner dans son coin. On sait s'il en a pris connaissance, et s'il n'en a pas pris connaissance, on va le relancer. Et tout ceci va nous permettre, en tant qu'organisme, d'être proactif par rapport à des retards ou des incidents, parce qu'on connaît le délai de réalisation de la commande. On informe aussi les locataires, parce qu'aujourd'hui, on oublie souvent, mais si on fait intervenir un plombier dans un logement parce qu'il y a une fuite, on a intégré dans le processus de dématérialisation, y compris le locataire, pour qu'il sache qu'un plombier va intervenir. En tout cas, un des objectifs, c'était simplifier la gestion au sein de l'organisme,
puisque que ce soit privé ou public, vous imaginez les circuits de validation des commandes, le circuit de validation des factures. Donc ce sont des processus assez lourds qu'il a fallu quand même simplifier. Ne pas oublier que quelque part, il va falloir que l'on fasse des gains financiers, parce que de toute façon, la mise en œuvre de ces plateformes ont un coût, et il est important de réussir à avoir un retour sur investissement relativement rapide. Il me dépêche. En tout cas, la solution doit apporter des avantages à tous, que ce soit le bailleur, les fournisseurs, les locataires. Donc pensez-y quand vous mettrez ce genre de projet en route. Il n'y a pas que vous dans votre monde fermé, il y a tous les autres qui seront en relation avec vous. Bon, on va accélérer un petit peu. Le principe retenu, il faut qu'on gagne en productivité, il faut qu'on fasse des économies financières sur du consommable, le timbre et le papier. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en œuvre un portail dédié aux fournisseurs ainsi qu'à l'office. On a intégré une plateforme d'échange documentaire, donc c'est de documents électroniques. Évidemment, on a supprimé tous les documents papier, tous les échanges se font sous électronique, et on est passé à l'autofacturation volontairement. On a dit on ne fera pas de la facture électronique côté fournisseur, c'est l'organisme qui fera les factures pour le compte des fournisseurs. Alors évidemment, il a fallu que les fournisseurs acceptent. Donc, pour qu'ils adhèrent, on a décidé de transférer une partie, voire la totalité de la charge de la facturation de l'entreprise vers l'office. C'est-à-dire que c'est l'office qui supporte la charge. Le coût des coffres, c'est l'office. On doit respecter les règles fiscales, comptables et autres de chaque société pour qu'elle puisse tirer un avantage. Et évidemment, ça doit être totalement gratuit, on ne va pas les faire payer. Un point qui est souvent oublié, c'est qu'on se limite à un cas. Or, dans un système de commande, il faut tout intégrer. Les commandes, évidemment, alors, dans le cas d'un office public, celles qui sont faites pour le titulaire, pour un groupement, les commandes annulées, les commandes en garantie, donc elles doivent exister. Le suivi des travaux, bien réalisés, mal réalisés, la facture, il faut qu'il y ait une cohérence entre la facture et la commande. Et sans oublier ce qu'on a mis un peu la notification des alertes, parce que si personne ne sait qu'il a quelque chose à faire, le système va forcément prendre du retard. Donc qu'est-ce qu'on a mis comme je dirais, outil à disposition des fournisseurs? Un certificat électronique, donc c'est l'office d'HLM qui délivre les certificats pour les fournisseurs. On leur a mis un outil de signature pour qu'ils puissent signer à distance. On leur a donné un coffre probatoire qui est le leur, juridiquement parlant, et tous les outils notification, les outils de reporting dont ils auraient besoin dans le cadre de leur métier. Et là, on va arriver à la partie qui va vous intéresser le plus. Le système fonctionne depuis 2 ans. Dans la première phase, on a intégré ce qu'on appelle les marchés à bon de commande qui représentaient 30 000 commandes et factures par an. Maintenant, on est passé à la totalité des commandes, on est passé à 60 000. Sur l'année dernière, on a échangé 150 000 documents avec les fournisseurs. Donc c'est les commandes, les factures et tous les autres. Aujourd'hui, on monte à peu près à 300 000 documents. Le chiffre qui suit, c'est celui-là qui est le plus intéressant et c'est un chiffre qui a été mesuré et calculé par la direction financière. Sur les 30 000 commandes et factures, on a économisé 240 000 euros. En gros, 8 euros par commande. Et ça, c'est du résultat net. Aujourd'hui, avec 60 000, on va monter presque à 500 000 euros d'économie. Ce qui prouve qu'une dématérialisation bien faite est source de revenus ou d'économie. Et en tout cas, on a eu un ROI de moins d'1 an sur cette opération-là. Les 2 lignes en bas sont intéressantes. 100% des fournisseurs sont en dématérialisé. Donc sur les 1200, il y en a 1200 qui sont en dématérialisé. Et on est 100% en autofacturation. Donc il n'y a aucun fournisseur qui a préféré générer lui-même sa propre facture. Alors évidemment, les avantages que tire l'organisme, on a les économies sur tous ces frais de consommables, on a simplifié les tâches bureautiques. Grosso modo, il y a 3 assistants comptables qui sont revenus au métier de l'organisme. C'est un système décentralisé, donc s'il y a un problème, on peut prendre la main dessus et faire avancer le système sans être obligatoirement au bureau. On peut lisser le travail. Le contrôle,
On a le contrôle du service fait que vous connaissez tous dans le public. Il est fait avant la réception de la facture, puisqu'on est en autofacturation, on ne peut pas avoir une facture avant de valider le service. Et en tout cas, le système est totalement sécurisé depuis la commande jusqu'à la facture et donc jusqu'au paiement. Donc tous les processus de contrôle sont automatisés et donc les contrôles humains ont disparu. Point non négligeable, et je l'ai mis en gras, on respecte la piste d'audit fiscal. On la respecte à un point tel que c'est l'organisme qui remet tous les éléments à ses fournisseurs dans le cas d'un contrôle fiscal qu'il pourrait avoir. Il reste une minute pour finir. Je me dépêche. Bon, en tout cas, l'organisation n'est jamais bouleversée, mais adaptée. Hop. Et c'est la dernière, comme ça j'ai fini. Et la solution mise en œuvre a obtenu donc, le premier prix de la fonction publique territoriale au dernier Salon des maires, qui a été remis par Thierry Mandon, pour un dispositif de dématérialisation et d'autofacturation électronique. Et dans la suite, puisque vous avez tous entendu parler de Chorus Facture, la plateforme de Vogilis va être l'une des plateformes de test de Chorus Facture pour les échanges de PDF signés entre fournisseurs et collectivités publiques. Voilà. Super. Tu m'as fait courir, hein. Donc c'est court, hein. Non, mais bravo d'abord pour le projet. Que tu aies tenu de temps, ça c'était inespéré, mais que vous ayez ce premier prix sur le projet. Des questions donc là, sur un cas très concret de mise en œuvre avec un ROI dans l'année qui devrait inciter et rassurer certains DSI dans la salle. Vous avez des questions? Louise, une question? Merci. Oui, bien sûr. Joseph Chazalon, Université de La Rochelle. Alors, j'ai suivi avec intérêt ce qui se passait en Angleterre dans la refonte un peu de leur système d'information. Ils ont l'air de faire quelque chose qui me semble intéressant. Ils disent faites des services, pas des sites web. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là derrière vous, de voir quelque chose qui finalement peut-être va être un peu naturellement omnicanal aussi après, derrière avec l'idée d'avoir un peu rationalisé les process, d'avoir réussi à mettre en place finalement une plateforme qui permette d'interagir avec les différents acteurs. Un peu de façon centralisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est le potentiel du coup derrière ça? Est-ce qu'on peut gérer facilement d'envoyer un SMS au locataire? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, les locataires reçoivent un SMS. C'est pas un coût, c'est un service. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à un locataire que la société Durand va intervenir demain pour remplacer son robinet, vous le rassurez. Le deuxième gros avantage, c'est quand la société Durand a mal travaillé, vous inquiétez pas, le locataire fait répondre en disant ils ont mal travaillé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la qualité du service fait, c'est le locataire qui nous dit en retour s'il est content de la prestation. L'important de voir dans ce genre de solution, c'est que la solution, c'est une solution d'échange documentaire de documents, je dirais, ayant une valeur juridique. Donc, c'est des pièces justificatives. La notion de... Alors, il y a des services web pour le système d'information qui va être mis à jour automatiquement. Les factures ne sont pas générées dans la plateforme. Elles viennent d'un logiciel, je dirais, de gestion commerciale. La facture va être intégrée dans le logiciel de facturation automatiquement, aussi bien côté office HLM que côté fournisseur. Le portail, je dirais au sens web, ne sert que pour l'interface IHM, sachant que l'on peut aussi travailler sur un téléphone portable. Ce qui veut dire que le plombier, quand il a fini sa mission sur un appartement, il regarde est-ce que j'ai une nouvelle intervention à faire, et il le sait instantanément, il peut intervenir. Donc c'est ceci aussi qui a permis de faire des gains financiers. Merci beaucoup Gabriel. Alors il y avait une dernière question qui a été posée pendant la réunion, qui était une question qui s'adressait plutôt à Alain. Comment fait-on quand le temps de validité d'un document est plus court que son temps de validation? Alors je ne sais pas qui a posé la question. Il faudrait développer un peu cette question-là. Est-ce que la personne qui a posé la question est encore dans la salle? Ou est-ce qu'elle souhaite rester anonyme? Bon. C'est rare. Enfin, le seul cas que je vois comme ça en quelques secondes, c'est du trading à haute vitesse où on a ce genre de situation. Dans la plupart des cas, ce genre de situation n'existe pas. Et par contre, une remarque par rapport au joli projet qu'on vous a montré. Vous avez vu qu'ils ont organisé un système de preuve en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres du système et ils ont tout organisé.
Et en fait, comme ils ont pris la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, des solutions techniques et des solutions juridiques, le gain, en fait, pour eux, a été fait dans l'économie qu'ils ont gagnée. Et toute la preuve, ils ont accepté, parce que c'est eux qui font tout, le contradictoire à la preuve, le contradictoire à l'administration de la preuve et le contradictoire à la portée de la preuve, puisque c'est dans leur coffre-fort que se trouve la facture, c'est dans leur système qu'est émise la facture, c'est dans leur système qu'ils gardent effectivement l'ensemble des preuves. Mais le système est parfaitement opérationnel, puisque étant maître du système, ils en ont la responsabilité. Tous les autres fournisseurs sont esclaves au système, avec quand même un cas un tout petit peu particulier ici, car je vous rappelle qu'il y a la réglementation quand même sur les factures fiscales, qui vient organiser quand même le système. Mais vous avez un très joli exemple d'un monde que je vous montrais tout à l'heure, fermé, dans lequel le maître à la preuve a décidé de prendre toute l'organisation et se finance par l'économie. Bon, merci Alain, il est 18h02. À moins d'une dernière question qui vous empêcherait de dormir cette nuit, je vous propose qu'on salue nos invités d'aujourd'hui et en les remerciant.